إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. On demeure sans nouvelles de Michel Sacker, ce jeune garçon âgé de 9 ans enlevé ce vendredi matin devant sa maison à Zahle dans la Bekaa. Les forces de sécurité sont en état d'alerte. Tamam Salam au palais présidentiel, le Premier ministre a été reçu en audience par le chef de l'État Michel Sleiman pour évoquer les conclusions de la conférence internationale de soutien au Liban. Ce vendredi 7 mars marque le 24e jour consécutif de l'offensive des forces loyalistes syriennes contre le fief rebelle de Yabroud, à 80 km au nord de Damas. Et à suivre également dans ce journal, en Crimée, l'idée d'une séparation ne fait pas l'unanimité. Les Ukrainiens de Crimée et surtout les Tatars d'origine turque s'orientent vers un boycott du référendum du 16 mars. Je vous disais en titre, on demeure toujours sans nouvelles de Michel Sacker, ce jeune garçon âgé de 9 ans, enlevé ce vendredi matin devant sa maison à Zahle dans la Bekaa. Son père, Ibrahim Sacker, est un important homme d'affaires proche de Samir Jarja, le chef des forces libanaises. Le rapt n'a pas encore été revendiqué. On ignore si une rançon a été demandée. Selon le site internet des forces libanaises, 4 individus armés à bord d'un véhicule 4x4 ont intercepté la voiture de type Kia Picanto dans laquelle se trouvait le jeune garçon et ses 2 sœurs. Les assaillants ont brandi leurs armes face au chauffeur et kidnappé l'enfant vers une destination inconnue. La Bekaa est régulièrement le théâtre d'enlèvements à motif crapuleux. La situation sécuritaire dans la région s'est considérablement dégradée depuis le déclenchement de la guerre en Syrie. En guise de protestation contre le rapt de Michel Sacker, les habitants de Zahle ont mené plusieurs opérations escargots sur les routes de Zahle, notamment au niveau de la région de Ksara. Et le procureur général près la cour d'appel de la Bekaa, le juge Farid Kalas, s'est rendu sur les lieux de l'enlèvement et a émis un mandat de recherche à l'encontre des ravisseurs de Michel Sacker. Le ministre de l'Intérieur, Nouhad Machnouk, a pour sa part contacté la famille de l'otage pour la rassurer, soulignant que les forces de sécurité étaient en état d'alerte et ont pris les mesures nécessaires en coopération avec l'armée pour la libération de l'enfant. Une réunion d'urgence des appareils sécuritaires de l'État s'est d'ailleurs tenue ce midi au siège du ministère de l'Intérieur. Son chef a en outre appelé les partis politiques à la coopération pour éviter toute dégradation sécuritaire et politique. Et de son côté, le Premier ministre Tamam Salam a appelé les services de sécurité à faire la lumière sur les circonstances du rapt, et ce, dans les plus brefs délais, mais aussi à arrêter les ravisseurs et les traduire en justice. Le chef du gouvernement a en outre contacté des responsables du Hezbollah et du mouvement Amal pour leur demander de coopérer avec les autorités légales en vue de résoudre cette affaire. Le chef du gouvernement a été reçu en audience ce matin par le président de la République, Michel Sleiman, au palais de Wahabda. Les 2 hommes ont passé en revue les conclusions de la conférence internationale de soutien au Liban qui s'est déroulée à l'Élysée mercredi dernier. Il a également été question des tractations politiques pour boucler la rédaction de la déclaration ministérielle. Le chef du gouvernement a quitté le palais sans faire de déclaration. Le président Sleiman a fustigé la campagne menée contre lui ces derniers jours par le camp du Hezbollah. Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Orient le Jour, le chef de l'État a assuré qu'il ne se soumettait pas au diktat du Hezbollah. Sleiman a estimé que les diatribes du camp du 8 mars ont dépassé les bornes et que leurs auteurs pratiquent le dénigrement et l'injure sous le couvert de la liberté d'expression, sans tenir compte des lois ni de l'éthique. Le président Sleiman a en outre rappelé les engagements pris dans son discours d'investiture et son attachement à l'application des termes de la Constitution. « Je ne céderai pas au chantage », a averti le chef de l'État. Les discussions en cours sur le programme du gouvernement s'installent dans la durée. Une nouvelle réunion de la commission ad hoc chargée de rédiger la déclaration ministérielle s'est tenue ce vendredi. Aucune avancée n'a pour l'heure été enregistrée. Les pourparlers se heurtent toujours à la formulation qui doit accompagner le terme de résistance, lequel représente la branche armée du Hezbollah. Le bloc parlementaire du mouvement chiite a estimé qu'il était toujours possible d'aboutir à un accord et qu'il fallait que toutes les parties libanaises s'engagent à privilégier l'intérêt national, rappelant que la résistance constituait, selon le Hezbollah, l'un des principaux piliers du Liban.
L'Arabie Saoudite a placé sur sa liste noire des organisations terroristes les Frères musulmans, le Front Al-Nosra lié à Al-Qaïda, l'État islamique en Irak et au Levant, ainsi que la branche saoudienne du Hezbollah. Des centaines de Saoudiens combattraient en Syrie dans les rangs des groupes islamistes. Le royaume saoudien a donné 15 jours à ses combattants pour rentrer au pays. La télévision officielle saoudienne a diffusé pour la première fois mercredi soir les aveux d'un djihadiste repenti rentré de Syrie, selon lequel les groupes extrémistes sont plus occupés à s'entretuer qu'à combattre le régime de Bachar el-Assad. Ce vendredi 7 mars marque le 24e jour consécutif de l'offensive des forces loyalistes syriennes contre le fief rebelle de Yabroud, 80 km au nord de Damas. Au sol, les troupes du régime mènent des combats acharnés. Elles sont appuyées par l'aviation qui multiplie les raids aériens. Plus de 90% de la population civile aurait fui cette région selon des réseaux d'information de militants. Les conditions humanitaires sont tragiques. Ces combats dans lesquels le mouvement libanais du Hezbollah est largement impliqué visent à bloquer toute infiltration rebelle vers le Liban, notamment vers la ville d'Ersal dans la plaine de la Bekaa. Dans la province centrale de Hama, au moins 14 membres des forces du régime et 9 rebelles sont morts dans de violents combats pour le contrôle de la ville de Morek, sur la route stratégique reliant Hama et Idlib. Au nord-est, de violents combats se déroulent toujours et depuis minuit hier soir autour du camp de la brigade 17, c'est près de Raqqa, entre les forces du régime et les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Et cela fait 9 mois que nos confrères d'Europe 1, Didier François et Édouard Elias ont été enlevés en Syrie en soutien aux otages. Un flash mob a été organisé à Paris. Toutes les opérations que nous faisons, toutes les manifestations que nous organisons sont sues et vues là-bas. J'espère qu'elles sont sues et vues par nos amis parce que ça va les aider, les encourager, soutenir leur morale. Voilà, donc à tout de suite en bas. Merci. Nous sommes à 9 mois, c'est très long 9 mois pour un otage. L'un des otages qui était détenu par cette organisation, ISIS, il vient d'être libéré. Et donc ça constitue un événement. Il faut se mobiliser. Certes, c'est pas nous qui allons libérer les otages, c'est évidemment la puissance publique. Il ne faut jamais oublier, c'est arrivé dans le passé, que des otages entendent les mobilisations qui ont été faites par des comités de soutien comme ceux-là. Il y a plusieurs familles qui sont là avec nous ce soir. C'est évidemment une manière de les entourer, de les aider dans une épreuve difficile. On marque la captivité de nos amis, journalistes d'Europe 1 ou pas d'Europe 1, d'ailleurs des 4 journalistes français qui sont actuellement détenus en Syrie, qui ont été capturés. Et donc on trouve un événement pour manifester ça. Ils ont été kidnappés en juin dernier. Et là, le comité de soutien a organisé un flash mob devant Europe 1 pour manifester qu'on est là, qu'on pense à eux, qu'on ne lâchera pas, qu'on attend leur libération. C'est important et ça va devenir de plus en plus important parce que là on est à 9 mois, peut-être le mois prochain on sera à 10 mois, je dis peut-être parce que nous espérons tous qu'ils vont être libérés avant mais on n'en sait rien. Et au plus le temps passe, au plus il faut se mobiliser parce que moi je me souviens quand j'étais otage, j'ai eu les premières bribes d'informations, de mobilisation au bout de 9-10 mois. Et vous savez, quand on sait qu'en France on se mobilise pour nous, quand on est au fond du trou, ça aide à tenir, mais vraiment, parce que parfois on a l'impression qu'on est oublié du monde entier. Ce n'est pas le cas, nous pensons à eux et c'est pour ça que nous sommes là. Nous contribuons à leur libération, mais c'est une contribution, c'est pas l'élément décisif. L'élément décisif, c'est bien évidemment les autorités françaises qui ont une expérience formidable en plus en la matière, puisque la tradition française a été, depuis plus de 30 ans, de ramener tous les journalistes qui ont été détenus en otage. Il ne faut pas oublier qu'on n'oublie pas, qu'on y pense, qu'on agit et qu'on rappelle en permanence, chaque jour, de façon visible comme aujourd'hui, ou souterraine comme au quotidien, aux autorités françaises qu'il faut se bouger. Mais on sait que les autorités se bougent, d'ailleurs il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est que c'est un travail de tous les jours, voilà. Et on le commémore symboliquement une fois par mois, mais en réalité on est dessus jour et nuit, tout simplement. Didier François et donc Édouard Elias retenu en otage donc en Syrie depuis 9 mois. Allez, restez des nôtres
Au retour de la pause, la justice française a placé Nicolas Sarkozy sur écoute. Retour sur le plateau de l'info. Dans 9 jours, les électeurs de Crimée devront choisir par référendum s'ils souhaitent un rattachement à la Russie ou bien une autonomie nettement renforcée au sein de l'Ukraine. Ce référendum d'autodétermination est vu d'un très bon œil par les militants pro-russes et les plus radicaux qui souhaitent une partition, mais pas par toute la population. Les Ukrainiens de Crimée et surtout les Tatars d'origine turque s'orientent vers un boycott du référendum du 16 mars. Ceux-là sont bien entendu hostiles à l'idée d'un rattachement à la Russie. Allez, direction le Grand Sérail à Beyrouth où vient de s'achever la réunion du comité chargé de rédiger la déclaration ministérielle. On écoute tout de suite Sejan Aziz, membre de la commission. التي تفصلنا عن الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء الساعة 3:00 قد تكون عابقة بالاتصالات والمشاورات السياسية علنا نصل إلى إنهاء البيان الوزاري والمثول أمام المجلس النيابي. شكرا. Alors, vous l'aurez compris, prochaine réunion de la commission de rédaction, donc la déclaration ministérielle, mardi prochain. Pour la suite de ce journal, je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Il commentait ce matin l'actualité en Ukraine. Désescalade, vous vous rappelez la réunion à Paris où on avait... Si il n'y a pas des résultats très rapides, alors il y aura des nouvelles mesures en direction des responsables et des entreprises russes. Y compris en visant personnellement Vladimir Poutine. Ça peut être des gels d'avoirs, ça peut être des annulations, ça peut être des refus de visa. Et si une autre tentative est faite, alors là, on entre dans tout à fait encore autre chose, c'est-à-dire des conséquences graves relatives aux relations entre l'Europe et la Russie. En ce moment en Crimée. En tout cas, il y a d'un Parlement de Crimée, en fait, et je trouve que c'est dans cette crise, qui est une crise grave, peut-être l'une des plus graves depuis la guerre froide, il est très important que l'Europe soit unie. C'est le cas d'un dirigeant d'un État, c'est une affaire différente. Jamais en France, un ancien président de la République n'avait encore été placé sur écoute. Selon le journal Le Monde, cette première reviendrait à Nicolas Sarkozy. La justice aurait espionné ses conversations ainsi que celles de son avocat et deux de ses anciens ministres. Il s'agit de Brice Hortefeux et Claude Guéant, qui ont tous deux successivement été en charge de l'intérieur. Les magistrats s'intéresseraient aux liens entre Nicolas Sarkozy et un certain nombre de responsables de la police et de hauts magistrats qui auraient pu le renseigner sur les affaires le concernant. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les policiers tapent du poing sur la table en Pologne au Portugal, face à la politique de rigueur. Et ce n'est pas la première fois. Il n'était pas moins de 15 000 à exprimer à Lisbonne leur colère contre les coupes dans leur salaire. Après plusieurs réunions jugées infructueuses avec le ministère de l'Intérieur, 1 millier d'agents ont été déployés pour tenter d'empêcher les débordements qui s'étaient produits lors de la manifestation des policiers en novembre. Une quarantaine de personnes, dont des journalistes, ont été interpellées en Algérie. Elles manifestaient contre la candidature à la présidentielle du chef de l'État sortant, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 15 ans. À 77 ans et malgré une santé vacillante, il brigue un 4e mandat. Une semaine plus tôt, au même endroit, une manifestation avait déjà été violemment maîtrisée. Le Venezuela en crise épinglée par l'ONU, des experts demandent à Caracas de mener en urgence une enquête sur les violences contre les manifestants et journalistes. Un rapport onusien dénonce de nombreux cas de détention arbitraire et de torture. Des accusations démenties par Caracas. Un policier et un civil ont été tués hier, portant à plus de 20 le nombre de morts depuis un mois. Voilà, fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. On demeure toujours sans nouvelles de Michel Sacker, ce jeune garçon âgé de 9 ans enlevé ce vendredi matin devant sa maison à Zahle dans la Beka. Les forces de sécurité sont en état d'alerte. Thabane Salam au palais présidentiel. Le Premier ministre a été reçu en audience par le chef de l'État Michel Sleiman pour évoquer les conclusions de la conférence internationale de soutien au Liban. Vendredi 7 mars marque le 24e jour consécutif de l'offensive des forces loyalistes syriennes contre le fief rebelle de Yabroud, à 80 km au nord de Damas.
Et en Crimée, l'idée d'une séparation ne fait pas l'unanimité. Les Ukrainiens de Crimée et surtout les Tatars d'origine turque s'orientent vers un boycott du référendum du 16 mars. Merci de votre attention, excellente suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et à tous. إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا.